Ce cours est un module de DUT qui s'inscrit dans le cadre du PPN de 2015, généralement au semestre 2. Il est dédié au béton armé. Le cours se décomposera en deux parties. En voici donc la première. Le module de béton armé comprend donc 30 heures, dont 6 heures d'amphi, 8 heures d'ETP pour l'apprentissage d'un logiciel professionnel de type Arch-Gretec, suivi de 14 heures d'ETD que nous ferons à distance avec corrigé. S'en suivra une évaluation sous forme d'EDS. Dans cette première partie, nous allons rappeler les principales informations concernant le béton, tant au niveau de la composition, des différents constituants et des caractéristiques mécaniques qui nous servent dans le cadre de ce module de formation. Le béton armé est donc constitué de béton, qui est lui-même constitué de ciment, d'eau, de granulats et d'adjuvants. Il s'agit donc d'assembler des granulats à l'aide d'une pâte pure, assurant la fonction de colle. Différents adjuvants permettent d'améliorer la qualité du béton en général. Ce mélange est fait conformément à des proportions déterminées par des formulations que vous avez déjà vues dans le module précédent en S2 ou en cours d'acquisition. Le premier constituant est le ciment. Celui-ci est composé de 3 familles de ciment suivant la performance mécanique essentiellement, le 32,5, 42,5 et 52,5. L'eau assure deux fonctions. Une fonction physique qui permet d'assurer l'ouvrabilité du béton, mais aussi une fonction chimique. Grâce à une réaction chimique avec le clinker, nous avons un constituant qui va, au cours d'une prise et durcissement, se transformer d'une phase liquide à une phase durcie. Il existe des rapports à respecter entre eau et ciment permettant de garantir la qualité du matériau. Les adjuvants permettent d'améliorer les performances du matériau béton, tant par exemple au niveau de la plasticité pour faciliter la mise en œuvre, ou alors pour modifier la prise et le durcissement selon que l'on est en été ou en hiver. On peut également améliorer le comportement au gel-dégel en ajoutant par exemple des entraîneurs d'air. Enfin, pour garantir la qualité du matériau, des produits de cure peuvent être utilisés, ce qui permet d'avoir un béton qui va limiter les fissurations. Le troisième constituant est des granulats, caractérisés par ces tailles de grains qui peuvent être petits ou grands. Un granulat est généralement défini par un petit dégradé correspond au plus petit et plus grand grain. On parle de sable, gravillon, cailloux, suivant la taille de ces granulats. Vous avez vu ces matériaux dans un module de S1. L'objectif étant d'obtenir une compacité optimale. Le béton est donc une formulation adaptée de l'ensemble de ces constituants. Il est très important de faire attention au risque de mauvaise formulation entraînant des qualités de matériaux très diversifiées en cas de non-respect des proportions. On peut aussi rencontrer d'autres problématiques comme les attaques sulfatiques et l'alcali-réaction que je vous invite à explorer au cours d'autres supports de cours. L'objectif est donc d'obtenir un matériau ayant une caractéristique physique liée à sa compacité et une faible porosité, mais ce qui va nous intéresser au premier lieu est la résistance à la compression et à la traction. Notez qu'il existe d'autres propriétés différées des matériaux telles que le retrait, le fluage et un lien avec la durabilité des matériaux. Nous nous concentrerons pour notre part sur le comportement en compression et en traction. Concernant la compression, suite à une formulation adaptée de type par exemple Bolomé, vous obtenez un matériau durci. Celui-ci peut être testé à 7 jours ou à 28 jours, suivant différentes procédures. Et nous allons pouvoir, dans une vidéo suivante, voir une mesure de résistance à la compression sur cylindre dans le cadre d'éprouvette 1632. L'éprouvette est mise en place entre les plateaux de la presse, de manière à ce que l'effort de compression soit bien centré. Dans un premier essai, nous nous contentons de mesurer la résistance en compression du béton.
C'est l'essai le plus couramment pratiqué. Cet essai s'effectue dans les conditions normalisées. La vitesse de chargement est ici égale à 10 kN par seconde, soit 0,5 MPa par seconde, compte tenu de la section de notre éprouvette. La résistance en compression donnée par l'effort maximal atteint pendant l'essai 1208 kN, soit 60 MPa. Dans un second essai, nous allons mesurer le module d'élasticité. La détermination de ce paramètre est particulièrement importante pour les structures dans lesquelles on a besoin de le connaître précisément, notamment quand le flambage est dimensionnant, comme les piles de grande hauteur. La mesure s'effectue grâce à un système constitué de 2 couronnes prenant appui sur l'éprouvette à l'aide de vis pointeaux. Entre les 2 couronnes, 3 capteurs de déplacement permettent d'obtenir une mesure moyenne de la déformation du béton entre les 2 plombs définis par les vis pointeaux. Un chargement cyclique entre 5 et 30% de la résistance en compression mesurée précédemment permet de tracer la courbe contrainte déformation à partir de laquelle on va déduire le module d'élasticité. Ici, le module est égal à 39 000 MPa. Dans un troisième essai, nous allons caractériser le comportement du béton par sa courbe contrainte déformation. Le même capteur de déplacement que pour la mesure du module est utilisé afin de mesurer la déformation. La courbe contrainte déformation, d'abord quasi linéaire, devient ensuite non linéaire. L'effort atteint un pic, la résistance en compression, pour une déformation voisine de 2 pour 1000. Ensuite, il décroît. Cette partie décroissante sera approchée dans la loi de comportement réglementaire par la partie rectangle. L'examen des éprouvettes après rupture montre que la fissuration est parallèle à la direction du chargement dans la zone centrale, mais évite la zone au contact des plateaux de la presse. Ceci est dû au phénomène de fretage et conduit, lorsque l'effort est bien centré, à l'apparition de cônes de rupture sous les plateaux d'appui. Concernant la traction, 3 types d'essais existent. La flexion 3 points ou 4 points comme illustré à gauche. L'essai de fendage qui consiste à comprimer sur ses diagonales un cylindre générant de la traction par compression. Et enfin, l'essai de traction pure. En laboratoire, on privilégie le deuxième type d'essai, plus facile à mettre en œuvre. Généralement, cette résistance à la traction du béton est très faible. En effet, si vous comparez et superposez les courbes contraintes déformation pour un béton, nous avons de 3, 2, 1 la loi de comportement en compression, comme illustré sur la vidéo précédente, et les points 3, 4, 5 illustrent le comportement en traction. Vous noterez que le béton est globalement 10 fois plus faible en traction qu'en compression. En fonction de la formulation des bétons, nous obtenons donc différentes gammes de résistances. Ces résistances peuvent être faibles, courantes, élevées ou très élevées. Suivant l'utilisation du béton dans le contexte du béton armé, nous utiliserons majoritairement des bétons de qualité 25-35 MPa, pouvant aller à 80 MPa dans le cadre par exemple des immeubles de grande hauteur. Nous allons maintenant rapidement voir la problématique liée à la mise en œuvre sur chantier de ce béton, de façon à mieux comprendre le contexte du béton armé. Les propriétés essentielles que l'on va qualifier pour garantir une bonne mise en œuvre du béton est sa fluidité,
qui peut être mesuré par différents tests dont le cône d'Abrams. Celui-ci consiste à mesurer l'affaissement d'un béton frais en fonction d'un dispositif expérimental normalisé. Lorsque le béton est trop fluide, on peut également utiliser d'autres méthodes comme l'essai à la plaque qui permet de mesurer le diamètre du béton, vérifier la non-ségrégation des granulats. Le béton armé est donc constitué de béton et d'acier. Concernant l'acier, celui-ci est normalisé. En effet, les diamètres utilisés sont fixés. Cela permet d'améliorer le lien entre bureau d'études et chantier. Les armatures se présentent soit sous forme de lits de ferraillage, panneaux treillis, ou alors armatures longitudinales généralement conditionnées en longueur de 6 à 8 mètres. En fonction des besoins et des calculs, les aciers peuvent être coudés de façon à répondre à un besoin géométrique et présentent sous forme de cadres, d'épingles ou d'étriers. L'ensemble de ces armatures vont former ce que l'on appelle la cage d'armature. Le deuxième matériau utilisé dans le béton armé est donc lié aux aciers qui se présentent sous la forme de cages d'armature. Celles-ci nécessitent la mise en place d'armatures spécifiques répondant à un besoin bien précis que l'on va apprendre à calculer dans le cadre de ce cours. Ces fabrications peuvent être faites en atelier ou sur chantier comme illustré sur la photo. Les coffrages sont préparés, ils sont généralement soit en bois, soit en métal, permettant de garantir un aspect de finition. Il est donc possible de transformer le béton en structure de type poutre, poteau ou dalle, de façon à constituer un bâtiment comme illustré sur la photo. Attention toutefois à la qualité des coffrages, vous avez ici un défaut de reprise de bétonnage sur des voiles, et qui entraîne un défaut de surface et donc une mauvaise qualité d'aspect. Le béton est donc généralement fabriqué soit sur place, soit en centrale à béton, mis en œuvre par camion toupie ou par pompe sur les chantiers. Un coulage vertical est généralement préféré. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie du cours, en parlant dans le détail du comportement mécanique béton armé. Vous l'avez compris, le béton est très performant en compression, moins en traction, et il faut donc l'associer à l'acier pour garantir la qualité mécanique des structures. Dans le clip vidéo suivant, en anglais, nous allons mieux comprendre pourquoi. 101 and why concrete is such a great construction material, but I didn't mention its greatest weakness. Hey, I'm Grady, and this is Practical Engineering. On today's episode, we're continuing the series on concrete with a discussion of reinforcement. This video is sponsored by Skillshare. More on that later. To understand concrete's greatest weakness, first we need to know a little bit about mechanics of materials, which is the fancy way of saying how materials behave under stress. Stress in this case is not referring to anxiety or existential dread, but rather the internal forces of the material. There are three fundamental types of stress: compression, pushing together, tension, pulling apart, and shear, sliding along a line or plane. And not all materials can resist each type of stress equally. It turns out that concrete is very strong in compression and weak in tension. But you don't have to take my word for it. Here's a demonstration. These two concrete cylinders were cast from the exact same batch, and we'll see just how much load they can withstand before failure. First, the compressive test. Under compression, the cylinder broke at a load of about 1,000 pounds. That's 450 kilo. For concrete, that's pretty low because I included a lot of water in this mix. The reason is my rig to test tensile strength isn't quite as sophisticated. I cast some eye bolts into the sample, and now I'm hanging it from the rafters in the shop. I filled up this bucket with gravel, but it wasn't quite enough weight to fail the sample, so I added another dumbbell to push it over the edge. The weight of this bucket was only about 80 pounds, or 36 kilos. That's less than 10% of the compressive strength. All this to say, you shouldn't make a rope out of concrete. In fact, without some way to fix this weakness to tensile stress, you shouldn't make any kind of structural member out of concrete, because rarely does a structural member experience just compression.
In reality, almost all structures experience a mixture of stresses. That's no more apparent than in the classic beam. This particular classic beam is homemade by me out of pure concrete here in my garage. Applying a force on this beam causes internal stresses to develop, and here's what they look like. The top of the beam experiences compressive stress, and the bottom of the beam experiences tensile stress. You can probably guess where the failure is going to occur on this concrete beam, as I continue to increase the load. It happens almost instantly, but you can see that the crack forms on the bottom of the beam where tensile stress is highest and propagates upward until the beam fails. You see what I'm getting at here? Concrete on its own does not make a good structural material. There are just too many sources of tension that it can't resist by itself. So in most situations, we add reinforcement to improve its strength. Reinforcement within concrete creates a composite material, with the concrete providing strength against compressive stress, while the reinforcement provides strength against tensile stress. And the most common type of reinforcement used in concrete is deformed steel, more commonly known as rebar. I made a new beam with a couple of steel threaded rods cast into the lower portion of the concrete. These threads should act just like the deformed ridges in normal rebar to create some grip between the concrete and steel. Under the press, the first thing you notice is that this beam is much stronger than the previous one. We're already well above the force that failed the unreinforced sample. But the second thing you notice is that the failure happens a little bit slower. You can easily see the crack forming and propagating before the beam fails. This is actually a very important part of reinforcing concrete with steel. It changes the type of failure from a brittle mode, where there's no warning that anything is wrong, to a ductile mode, where you can see the cracks forming before a complete loss of strength. This gives you a chance to recognize a potential catastrophe and hopefully address it before it occurs. Si l'on résume, le béton a donc un très bon comportement en compression, mais est 10 fois moins performant en traction, alors que associé à de l'acier qui a une bonne propriété en traction et en compression, on obtient des structures particulièrement efficaces du point de vue mécanique. C'est de cette idée qu'est venue l'invention du béton armé, avec dans un premier temps une application qui n'est pas du bâtiment ou des ponts, mais une barque, c'est la fameuse barque de Joseph Lambeau en 1849. Celle-ci existe encore dans un musée parisien. Alors pour votre culture personnelle, quelques personnages historiques du domaine du génie civil et du béton armé. Louis Vicat avec l'invention du ciment, Joseph-Louis Lambeau pour l'invention du béton armé, puis quelques ingénieurs et architectes qui ont valorisé ce matériau au sein des structures de type bâtiment et ponts tels que Monnier, Hennebique, Rabu et plus récemment Eugène Freycinet qui est inventeur du béton précontraint. L'ensemble de ces ingénieurs ont donc eu pour objectif de limiter la fissuration dans le béton liée au mauvais comportement en traction du matériau en l'associant avec des aciers. Dans quel cas peut-on avoir de la traction dans une structure? Lorsque l'on va avoir de la traction simple, de la flexion simple ou du cisaillement. La traction simple se retrouve dans un certain nombre de structures sollicitées purement en traction. L'échantillon est alors fissuré uniformément et les armatures permettent de limiter cet effet. On retrouve cela par exemple dans les suspentes de ponts bowstring pour lesquelles, les suspenses verticales servant à soutenir le tablier, on retrouve beaucoup de fissuration de traction. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à une poutre en béton armé sur deux appuis, celle-ci, lorsqu'elle va être soumise à un moment de flexion, va être fléchie, ce qui correspond à comprimer la partie supérieure et à tendre la partie inférieure. Nous avons donc une structure qui va comporter une section supérieure comprimée et une section inférieure tendue. L'objectif est donc de placer les aciers où il y a de la traction et de prendre le béton pour la partie compression. C'est ce qui est illustré ici sur cette poutre en flexion simple. La partie inférieure se fissure sous l'action des charges et les aciers reprennent l'ensemble des efforts de traction.
Le béton est donc soumis à de la traction sous les effets de la flexion, va fissurer, solliciter les armatures en traction. Celles-ci, par phénomène d'adhérence, vont reprendre les efforts de fissuration. Se développe alors le concept du béton armé permettant de répondre aux problématiques de flexion. Cet ancrage se caractérise typiquement par un essai pull-out qui vise à caractériser la capacité d'une armature à être scellée dans un bloc de béton et soumis à un effort de traction. Chaque armature, suivant son diamètre, a besoin d'une longueur d'ancrage spécifique. Cette longueur d'ancrage dépend de la géométrie et de la forme de l'armature. Généralement, pour améliorer l'adhérence, on conditionne les états de surface par des crénures pour garantir des rugosités mécaniques améliorant l'adhérence naturelle acier-béton. Il faut être vigilant sur les dispositions constructives. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais dans un certain nombre de configurations, des notions de poussée au vide peuvent générer des désordres de surface liés à l'adhérence de l'armature au béton. Celle-ci va avoir tendance à générer de la fissuration. Une poutre soumise à de la flexion va donc être sollicitée par un moment et un effort tranchant. Les armatures longitudinales permettront de répondre à la problématique moment, les armatures transversales à l'effort tranchant. Nous obtenons donc ainsi une cage d'armature comprenant des fils de montage, des cadres d'effort tranchant et des aciers en traction. Nous pouvons également optimiser les structures, nous aurons l'occasion de le revoir en TD. En effet, dans la mesure où le moment maximal est uniquement entravé, il n'est pas nécessaire d'avoir un maximum d'acier de partout. Là où la poutre est moins sollicitée, nous pouvons avoir moins d'acier. Nous allons maintenant, au travers de 2 vidéos, un peu mieux comprendre pourquoi il faut calculer une structure béton armé. Nous avons vu l'utilité des armatures. L'objectif maintenant est de mieux comprendre pourquoi il faut équilibrer la partie béton et les aciers, ce qui sera le cas en visionnant ces 2 vidéos. Alors pour comprendre l'effet du renforcement, nous allons maintenant avoir 3 essais conduits à l'université de Sherbrooke sur des poutres de très grande dimension. Donc Sherbrooke est une université au Canada. La première poutre ne comporte aucune armature. Nous allons pouvoir confirmer le caractère fragile du comportement d'une structure en béton. En effet, comme le béton est mauvais en termes de performance mécanique en traction, la structure va se rompre d'une façon brutale. Essayez de retenir la charge de ruine de cette poutre qui va être autour de 25 kN pour comparer avec les structures en béton armé. Vous venez donc d'observer une rupture fragile, sans ductilité, liée au caractère fragile du béton. Nous allons maintenant observer une deuxième poutre qui est testée, cette fois-ci avec une nouvelle configuration. Cette configuration est une poutre surarmée. Que veut dire surarmée? Cela correspond à une poutre qui a beaucoup trop d'armature. Sans aucun calcul, on a mis un maximum d'armature dans la partie inférieure pour éviter tout risque de rupture en partie tendue. La rupture va donc se décaler vers le haut dans la zone comprimée. Vous noterez que cette rupture n'est pas très ductile. La notion de ductilité correspond à la capacité de la structure à se déformer sans se rompre. On observe tout au long du chargement la fissuration. Les armatures contrôlent parfaitement le développement de la fissuration. Notez donc que nous sommes à 500 kN, ce qui correspond à 20 fois la charge de la structure non renforcée. La charge via donc le moment continu a augmenté de façon linéaire. La fissuration se développe progressivement au fur et à mesure que l'on dépasse la limite en traction du béton. Et cette structure surarmée va donc arriver à terme à se rompre dans la partie haute de la poutre qui est
observable sur votre écran. Voici donc la rupture en compression et on l'obtient d'une façon de nouveau fragile et donc on n'a pas développé de capacité en ductilité de cette structure. La structure va se rompre sans prévenir, ce qui est dangereux et que l'on cherche à éviter dans les structures du génie civil. La dernière poutre qui est testée est une poutre qui est en béton sous-armé, c'est-à-dire qu'on a mis moins d'armature que de nécessaire dans la partie inférieure pour favoriser une rupture en traction dans la partie basse de la poutre cette fois-ci. Notez donc que la fissuration se développe un peu plus rapidement, mais nous avons une structure qui est toujours très résistante, liée à la présence d'armature. Comme les aciers sont moins nombreux en partie basse, nous avons moins de capacité résistance, ce qui va développer une ductilité dans la structure. Cette ductilité va permettre à la structure de se déformer sans arriver à sa rupture et donc générer une sécurité au niveau de la poutre. Notez que nous avons de nouveau atteint plus de 20 fois la résistance de la structure non armée, ce qui est plutôt remarquable, et que autour de 540 kN, la structure va se déformer sans se rompre jusqu'à l'obtention de la rupture des armatures en partie tendues. Les fissures s'ouvrent de plus en plus, correspondant à la plastification des aciers, et nous finissons par rompre la partie comprimée, mais c'est lié à un déplacement beaucoup trop important de la structure. Cette structure a rompu à cause des aciers tendus. On peut le noter sur les larges ouvertures de fissures qui déplacent les quelques millimètres. Avec ces 3 vidéos, j'espère que vous avez mieux compris l'intérêt du calcul de structure et de juste calculer la bonne quantité de béton et la quantité d'acier de façon à obtenir le mode de rupture souhaité. Au gré de mes recherches, j'ai trouvé cette vidéo illustrant une poutre testée à l'IUT dans notre département en semestre 3. Vous pourrez donc le semestre prochain observer les mêmes phénomènes sur des structures de 2 mètres de portée et visualiser la fissuration progressive. Nous devons donc retenir 2 points importants, c'est que les structures béton armées peuvent se rompre soit en traction, comme indiqué sur la photo de gauche, soit en compression, comme indiqué sur la photo de droite. Tout l'enjeu maintenant est donc de correctement dimensionner la structure pour éviter d'avoir un mode de rupture non souhaité. Dans l'ensemble, nous avons 4 modes de rupture principaux. La compression en partie haute, comme indiqué précédemment, la traction en partie basse, le cisaillement dans les zones d'extrémité et dans les zones d'appui que nous verrons au semestre 3. Dans le cadre de ce cours, nous nous focaliserons essentiellement sur les cas 1 et 2. Alors, j'ai introduit cette vidéo d'une balançoire pour bien comprendre l'équilibre d'une section fléchie. Si vous imaginez que le petit garçon en bleu est le béton et la petite fille l'armature, cette balançoire peut être en équilibre si nous avons la bonne quantité de matière de part et d'autre.
Pour mieux comprendre, reprenons les principes de base de mécanique liés à une balançoire. Moment d'une force, dans le cadre de la mécanique du point. La question qui se pose ici, c'est pourquoi a-t-on besoin du concept de moment d'une force? On va le montrer en étudiant le cas d'une balançoire. D'un côté, on a une masse petit m, et de l'autre côté, on a un point grand M. La question est quelle force doit-on appliquer au point grand M pour maintenir cet équilibre? La balançoire en verre doit être horizontale à tout instant. Pour répondre à cette question, nous allons donc devoir faire du calcul béton armé. Nous allons donc devoir calculer combien de béton je dois mettre pour équilibrer ma section, combien d'acier je dois positionner pour obtenir la bonne rupture, et donc faire du calcul de béton armé que nous ferons dans un deuxième temps lors du cours béton armé partie 2.